la crise s'aggrave, plus le réel donne raison à mes analyses qu'on pouvait qualifier de complotistes ou d'extrémistes. Et des intellectuels un peu indépendants, on va dire que Onfray est un peu indépendant, d'abord parce que c'est un goy. En plus parce qu'il anime une université libre à Caen, hein, c'est pas une université subventionnée à Paris. Et puis aussi parce qu'il a eu à un moment donné, peut-être par manque de lucidité, où il n'avait pas établi les médiations, il s'est permis par exemple d'attaquer la psychanalyse. Freud qui prenait 450 € par séance, une séance par jour, sauf le dimanche, et qui vous gardait 3 ou 4 ans au moins, et puis dire que ça soignait et que ça guérissait, il avait plutôt intérêt. Et tous ces gens qui n'ont pas lu mon livre et qui sont tout à fait contre ont intérêt à défendre leur petit business. Et là il s'est pris dans la gueule le gang Roudinesco. Mais quand vous dites qu'il est proche des thèses de l'extrême droite française... Alors là, il n'y a pas de doute. Il y a une grande tradition en France. L'extrême droite a toujours condamné la psychanalyse comme une science juive, bon, etc. C'est toute une histoire. Pourquoi réhabiliter de telles thèses? Et je pense qu'il a compris effectivement que son espace de survie, lui qui vient du libertaire intégral, était en fait d'être un peu honnête et courageux. Et puis aussi sans doute parce que c'est un type d'origine populaire, en plus d'être un goy, il devient progressivement sensible à la question sociale. Cette gauche qui devrait pouvoir s'occuper du peuple, elle ne s'en occupe pas aujourd'hui. Et commence à essayer d'articuler, ce qui est très difficile pour lui parce qu'il n'y a pas une grande cohérence dans sa philosophie qui consiste à piocher un peu partout, à articuler la question sociale sur le reste de ses problématiques. On a laissé le peuple au profit de minorités, de marges. C'est très bien qu'on s'occupe des transsexuels, des homosexuels, qu'on s'occupe des immigrés, des couples d'hommes qui veulent des enfants. Je trouve ça très bien. Il ne s'agit pas de lutter contre ça, mais de dire qu'il y a aussi un peuple qui souhaiterait qu'on s'occupe de lui parce que il crève la faim, il est dans la misère. Compte tenu de tout ça, il vient de plus en plus sur mon terrain. Et des choses qui me sidèrent, c'est que par exemple, la gauche puisse nous dire aujourd'hui que les pauvres n'ont qu'à porter, les femmes pauvres n'ont qu'à porter les enfants des riches. Et qu'on doit pouvoir louer les utérus. Ça s'appelle de l'esclavage, ça. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Oui, merci Pierre Berger, on vous donne même une médaille. Mais se rendant compte que c'est dangereux, il fait toujours une petite pirouette finale à la fin qui consiste soit à me cracher à la gueule. J'ouvre une parenthèse pour dire que je viens de lire un livre d'Alain Soral et on me dit de temps en temps du bien d'Alain Soral. Je veux dire, ce livre d'entretien d'Alain Soral et d'Éric Nolot permet de savoir les choses extrêmement claires. Soral dit « je suis national-socialiste ». Donc il faut arrêter de dire ce qu'on raconte sur ce personnage-là, il est national-socialiste. J'ai l'impression d'être chez moi en Israël, merci. Toujours les mêmes signes. Soit qu'il faut que la campagne française accueille tous les migrants. Et on pourrait aussi solliciter les Français. Il y a plein de villages qui sont remplis de maisons vides, etc. On pourrait repenser une espèce de tissu social nouveau où on donnerait aux gens la possibilité de s'installer, de travailler. Vous voyez, pour continuer à quand même pouvoir passer à BFM TV et à être finalement l'insoumis de service des médias mainstream qui pousse sa petite colère mais qui va jamais trop loin, un peu comme il y a du Mélenchon, vous voyez, on est là. Mais son destin, s'il veut rester crédible, c'est de plus en plus de se rapprocher de ma ligne qui est la seule véritable et intégralement sérieuse. Sinon, il y a le destin d'un Nichéa qui consiste à écrire 20 fois le même livre et à finir par disparaître d'une certaine manière, ou alors à rallier l'ennemi comme l'a fait Moix à un moment donné. On parle du journal 20 ans, dans le même article. Le mot Michel Houellebecq est donc écrit, et quelques lignes plus loin, le mot Alain Soral est écrit parce qu'Alain Soral collaborait à la revue à l'époque. Mais en aucun cas, Ariane Chemin prend le soin de préciser, donc en 2010, elle l'a fait là dans cet été, que Alain Soral n'était pas l'antisémite qu'on connaît aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent son histoire, il avait préfacé Le Blanc-Rue, dont je suis l'éditeur, Blanc-Rue étant le bras droit de Forisson. Il s'était exhibé avec moi, avec Dieudonné, etc. Son frère et Marc-Édouard Nab savent qu'il a produit les écrits révisionnistes quand il était à Sciences Po en province. Enfin, il est à la fois... C'est un tenu retourné, voilà. Et évidemment, chose promise, chose due, comme dit Jonathan Ayoun, terre promise, terre due, le champagne vous attend. C'est le destin aujourd'hui des intellectuels, c'est soit aujourd'hui d'aller au bout de leur logique, quitte à accepter la diabolisation du système de domination sioniste, soit de se rallier à ce système et de devenir des vendus. Hein, voilà. Il n'y a plus tellement de marge entre ces deux positions. Hein. C'est-à-dire que la radicalisation de la crise produit aussi la radicalisation nécessaire des positions. Et aujourd'hui, c'est dissident vraiment et jusqu'au bout, ou tapin. Hein. Et entre les deux, on a
Todd. C'est ce que j'appelle le catholicisme zombie. Le concept foireux et humoristique de hollandisme révolutionnaire. Entre le hollandisme révolutionnaire et le catholicisme zombie de l'affaire Charlie, il est très 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 démonétisé. Et d'ailleurs maintenant il va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il rejoint l'analyse que je faisais de lui, et il dit qu'il est finalement un marane. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes juif ces derniers temps? Je pense que j'ai une identité de marane. Vous savez ce qu'étaient les maranes? Les maranes, ces juifs qui dissimulaient leur foi, vivaient dans un monde de faux semblants. Voilà. C'est un marane intellectuel, effectivement. C'est bien qu'ils le disent, je le savais. Tous les postes et fonctions dont les juifs étaient exclus tant qu'ils étaient juifs leur étaient dorénavant accessibles puisqu'ils étaient devenus chrétiens. C'est ainsi qu'au grand effroi de nombreux Espagnols, d'anciens juifs se sont imposés dans les tribunaux et même au sein de l'Église, en médecine et dans les universités. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Alors bon, il y a le côté très très déprimant et inquiétant dans un premier temps d'être attaqué de façon aussi violente, lourde et dégueulasse. Soral taille les culturo-mondains, c'est un mot qu'il a tiré, qu'il a volé à Michel Clouscar, mais c'est quelqu'un qui en est l'enfant en fait, et il a connu que ce milieu, c'est quelqu'un qui a jamais travaillé. Soral n'a rien inventé, il ne fait que remixer des auteurs, tantôt antisémites, tantôt plutôt marxistes, 19e, 20e siècle, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez retenu l'appellation de MC Soral. Nous, on a déconstruit son idéologie, on a essayé de montrer qu'elle ne tenait pas la route parce qu'elle était incohérente et qu'en plus elle était haineuse et qu'elle reposait sur deux piliers qui sont le conspirationnisme et la désignation des boucs émissaires. Après, on va pas rentrer dans un débat de fond idéologique avec Alain Soral parce que ce serait de considérer qu'il a des arguments qui pourraient être légitimes. Parce que c'est vraiment sordide, hein, c'est vraiment du sous la ceinture systématiquement, sans jamais parler de mes idées. Mais il y a deux choses qui sont très réconfortantes. Un, c'est que ce livre que je ne lirai pas plus que j'ai lu celui de ma sœur, hein. Je fais d'ailleurs remarquer que le livre de ma sœur, malgré une promotion pharaonique, à laquelle je n'ai plus droit depuis des années, s'est vendu à moins de 3000 exemplaires. Ce qui est très bon signe, c'est-à-dire que les gens, ça ne les intéresse pas. Hein, c'est pas ça qui les intéresse chez Soral, première chose. Deuxièmement, c'est ce nouveau livre qui sort sur moi, chez Kalman Levy, je pense que presque je pourrais m'arrêter de parler à ce moment-là. Hein. Sauf si je voulais m'amuser de dire que Kalman Levy était l'éditeur de mon premier roman. Hein. La vie d'un vaurien, le premier éditeur de La vie d'un vaurien, que j'ai réédité moi-même après, c'est Kalman Levy qui l'avait édité. Donc on a un point commun, ces deux petits cons et moi, c'est que on a eu à demander le même éditeur. Bon, on ferme la parenthèse. Mais ce qui est très rassurant, c'est que, dans ce livre, il n'y a rien, à part dire que j'ai tourné en tant que figurant dans une publicité Nichoco en 1984. Le bonbon en habit noir. Choco. Oui, effectivement. Donc on apprend que j'étais un jeune homme sans argent, pas un fils à papa, qui pour survivre dans les années 80 a fait des tas de petits boulots. Alors je peux balancer des scoops qu'ils n'ont pas. J'ai aussi été figurant dans Pierrot mon ami. Donc on peut me voir si on cherche aux côtés de Jacques Dutronc à un moment donné. Enfin j'ai été mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Ça c'est déjà sorti une fois chez Canal+. J'ai fait des tas de petits boulots pour survivre et pouvoir continuer à m'instruire dans ma petite chambre de bonne de Pigalle de 12 mètres carrés, dont le loyer était à l'époque de 450 francs par mois. Vous voyez, voilà. Donc c'est bien. Première chose. Deuxième chose, on sait que je suis entièrement autofinancé, donc entièrement libre, contrairement à eux. Ce média qui revient, qui s'appelle Street Press, alors les gens ne savent pas qui c'est un petit site internet qui vivote, qui est dirigé par Jonathan Miara. Et à la fondation de Street Press, Actualité Juive avait relayé, à l'époque ça s'appelait Street Reporter, avait relayé la fondation de ce média en expliquant que c'était un média fondé par des membres de la communauté juive liés au Parti socialiste. Et alors c'est monté via des soutiens financiers, un partenariat avec l'Open Society, notamment de George Soros. Le patron Jonathan Miara a suivi une formation à l'Ariane de Rothschild Foundation. Toute l'équipe qui est dirigée par Jonathan Miara est chapeautée par Patrick Weil, qui est un vieux routier de la politique, qui est membre du Parti socialiste et qui est le penseur de la politique d'immigration du Parti socialiste. C'est que nous n'assumons pas le fait que l'islam était part de la France, bien avant l'Allemagne. Donc on est là face à un site qui vivote, on ne va pas non plus leur faire de pub, mais qui est intégralement piloté par la haute finance et
le gouvernement, c'est l'exécutif et la haute finance. Je veux dire, il n'y a rien de plus clair. Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après, il faut savoir qui est le macro derrière. Donc là, c'est assez traçable. Donc on sait, grâce à ce livre, qu'on n'a rien à dire sur mes idées, qu'on cherche de me diaboliser comme sous la ceinture par des trucs qui n'intéressent personne. On dirait même que j'ai rien passé au mot. Donc là, je ne sais pas trop où ils veulent en venir. Parce que même en admettant que ça puisse être vrai, bien que d'ailleurs ils mentent, puisqu'ils disent que ça aurait été un truc... J'aurais eu des pratiques bisexuelles à l'époque des années 80, dans une ambiance festive, etc. Ça voudrait donc dire que le fait que j'ai pu être bisexuel à un moment donné, ce que je ne valide pas, me disqualifierait comme intellectuel. Là, je pense qu'on tombe dans la pleine et totale homophobie. Je suis pas un être consensuel pourtant, mais il y a des choses justes dans ce qu'il dit. Hein, donc ils savent plus où ils en sont. Hein, c'est assez rigolo. Et ce qui est le plus rassurant, c'est qu'il y a eu ce livre dans lequel il n'y a pas grand-chose, mais qui a été relayé de façon très agressive envers moi par le Nouvel Obs, l'Express, enfin la presse israélienne, Libé, c'est-à-dire la presse de Drahi et des marchands d'armes et du lobby sioniste, hein, le Nouvel Obs, l'Express, Libé, les Inrecuptibles. Donc là, on sait très bien qui m'attaque à travers ça. J'ai regardé moi les commentaires, hein, puisque c'est de la presse internet. 90% des commentaires, et c'est sans doute un peu modéré, sont pour moi en disant qu'est-ce que vous avez à répondre aux idées de Soral, hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de des petits déballages crapoteux comme quoi Soral aurait, à une époque, je vous dis, tourné dans la pub Michoco. Les gens ne sont pas si bêtes. Et ce qui veut bien dire que les gens qui ont édité ce livre, je parle pas des deux merdeux qui l'ont écrit, c'est des types de 28, 29 ans, on a mis leurs photos en ligne, on voit, voilà, ça me fait penser aux enfants soldats, vous voyez, qu'on envoie en Afrique pour créer le chaos, vous voyez, c'est des merdeux, c'est des gamins, ils n'ont pas, j'ai 57 ans, ils n'ont pas le 10e de la culture et du vécu qu'il faut avoir. Je m'appelle Kevin Poirot, j'ai 19 ans, je suis actuellement en 2e année de licence de lettres à l'université de Poitiers. Je suis pas encore tout à fait sûr de quelle sorte de journalisme j'aimerais pratiquer. On envoie ces merdeux sous-payés comment dirais-je, faire le sale boulot, on sait qui paye derrière, mais ils ont rien et ils sont totalement désavoués par pratiquement tout le monde, hein, parce que je vous dis, tous, regardez les commentaires sur les sites, ils se font massacrer, voilà. Et puis ce qui est amusant, c'est que pour eux, je suis un raté mais qui a réussi, un type sans intérêt dont il faut parler tout le temps, un type qui raconte n'importe quoi mais que de plus en plus de gens écoutent, bien plus que les médias soi-disant fait pour ça. En 2007, Égalité et Réconciliation, qui est l'association d'Alain Soral, ouvre son site. On en est où, Mathieu Mollard, avec ce site internet ? Ce site internet, il a évolué très peu en termes de format. Il a évolué, je crois, une fois. Et en termes d'audience, par contre, il a crevé le plafond parce que certains mois, il a pu atteindre les 7 millions de visiteurs uniques. Au-delà de la notoriété d'Alain Soral, je pense qu'en termes de web politique, il a compris quelque chose. C'est que c'est un hub de l'info ou de la réinformation, comme ils aiment dire. Donc, les gens, ils viennent et il y a du contenu. Donc, on n'est que dans des espèces de contradictions qui sont pour eux insolubles. Voilà. Ce bouquin, comme d'autres, hein, parce qu'il y en a déjà eu d'autres, renforce mon statut d'ennemi public, on va dire numéro 2, parce que je laisse encore Dieudonné au-dessus de moi, déjà par le nombre de procès, et pousse des gens à s'intéresser à ce que je raconte. Et comme moi, je ne cache rien, j'ai rien à cacher, les gens, à un moment donné, vont aller voir ce que je raconte, ce que j'écris depuis 1984, et voir que quand même, il y a une certaine cohérence, et que ce que je dis et ce que j'annonce se vérifie par la réalité. C'est très dur à un moment donné de cacher totalement la réalité, même quand on contrôle la totalité des médias. Vous voyez, vous pouvez dire à la télé qu'il neige, les gens peuvent quand même à un moment donné, même pour aller acheter le pain, sortir dans la rue et voir qu'il fait soleil. Vous voyez. Mais la réalité, mais tout le monde s'en fout de ta réalité, mon pauvre ami. Parce que si la réalité intéressait les gens, les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, réfléchis. Et aussi, ce que j'annonce, c'est puisque il semblerait que l'histoire de Soral et de R soit très intéressante et très passionnante, nous allons, nous, Contre-Culture, écrire et publier un livre qui racontera la vérité sur tous les sujets qui ont été soulevés par ces autres livres, vous voyez. On va le faire. Comme ça, en plus, on fera encore un peu plus de business, puisque ces gens-là me reprochent étrangement de faire du business. Je rappelle que le site ER n'a aucune publicité, alors que c'est un site plus consulté, ils le disent eux-mêmes, que pratiquement tous les autres sites. Hein. C'est un site gratuit entièrement. Hein. Et qu'effectivement, je me suis débrouillé pour monter une économie
qui me rend totalement autonome et qui ne me fait pas tomber dans le système commercial vulgaire de tous les autres. Hein. Voilà. Donc, grâce à eux, effectivement, j'annonce qu'on va monter d'autres structures commerciales encore pour nous renforcer politiquement et qu'on va, puisqu'il paraît que c'est intéressant comme sujet, écrire et éditer et vendre nous-mêmes le livre qui va traiter sérieusement et honnêtement de la question, puisque là, en fait, si je veux finir sur le sujet, ils sont allés faire parler des tas de gens qui m'ont connu depuis 30 ans, et en général, ils ont gardé que ce qu'ils voulaient de ce qu'ils avaient dit, même en trichant. J'ai un mail qu'on mettra en post-production d'Isabelle Chazot, avec qui j'ai travaillé à l'époque de 20 ans et qui sont interviewés, qui se plaint dans un mail qu'elle m'a mis en copie, qu'ils avaient travesti ses réponses et les avaient instrumentalisées dans un sens négatif. Au vu des premières pages, je suis contente que tu ne m'aies pas cité. C'est vraiment une charge, et malgré le travail considérable accompli, je ne crois pas que tu rendes compte de la réalité. Mais le souhaitais-tu? Tu aurais dû me faire relire, malgré tout, le petit passage sur 20 ans, car il y a des inexactitudes. AS n'a jamais écrit d'article sur le look des stars, ce n'était pas le genre de la maison, 20 ans n'était pas un journal bébête. Quant à se souvenir surtout de ses sautes d'humeur, je crois t'avoir aussi parlé d'amitié. Et je pense que cette attaque contre moi, c'est me pousser à m'énerver, des fois que je pourrais distribuer une paire de gifles et que ça pourrait m'envoyer au commissariat et en tôle, et aussi essayer d'exister sur mon dos, vous voyez. Nous, notre génération, on a 29 ans tous les deux, c'est arrivé très souvent à des soirées en discutant avec des copains à nous qui nous disent « Ouais, mais Soral, quand même, sur certains trucs, il a raison ». Et c'est ça qui est assez étonnant, je trouve. De meilleurs il n'en est pas. Oui, on va publier un texte d'ailleurs pour lui rendre hommage. J'étais à son enterrement et je dois dire que c'est une très grosse perte pour le combat, je dirais, de l'insoumission au sens le plus large du terme, parce que c'était un type qui était à la limite très complémentaire de moi, c'est-à-dire que moi j'étais beaucoup dans le concept de par ma culture de gauche, et lui était énormément dans les faits. Et les faits, et notamment la critique pratique des réseaux, ce qui me manquait, moi, d'une certaine manière. Et il a fait un travail pendant des décennies d'une humilité et d'un sérieux qui force le respect, et assez irremplaçable. Hein. Et on peut citer d'ailleurs le fait qu'il a été le premier à faire un travail de fond, notamment sur le Club du siècle. Oui, alors le Club du siècle, c'est la super élite technocratique française. On parle souvent, pour les organisations mondialistes, par exemple du Bilderberg Group ou de la Trilatérale, c'est la Trilatérale française. Et que, comme toujours, ce travail fait par un type estampillé d'extrême droite, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, a été repris sans jamais le citer par un petit excité très prétentieux et très limité comme Pierre Carl. Le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous vous foutez de moi là? Non, mais véridique. Qui s'est mis à un moment donné à vouloir attaquer bille en tête le dîner du siècle. D'ailleurs, au bout de 3 arrestations, CRS, il est passé à autre chose. Hein. Mais celui qui avait fait le travail de fond depuis des années, c'était Ratier. Et là, on a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que très souvent, l'extrême gauche vole le travail de ce qu'on appelle l'extrême droite sans jamais lui rendre hommage. Hein. C'est valable sur le régionalisme, sur l'écologie, etc. Et si je veux finir mon hommage sur Ratier en citant une anecdote, la première fois que j'ai rencontré Ratier, c'est parce que, par l'intermédiaire de Frédéric Chatillon, qui est un ami et que je salue, il a organisé un dîner pour me rencontrer. Et à ce dîner qu'il avait organisé chez lui, on dînait très bien chez lui, hein, c'était un bon vivant, j'ai rencontré pour la première fois Alain de Benoît, ce qui était intéressant, et aussi le conjoint et maître à penser d'Ovidie, qui était une ardeuse de l'époque. Hein. Et donc c'était un type qui était capable, pour le bien de la cause et de l'insoumission, d'avoir, comment dirais-je, une très grande ouverture d'esprit et qui aimait bien mettre les gens en relation, avec un petit côté d'ailleurs pince sans rire. Et il faisait toujours ça dans l'intérêt supérieur de la cause, sans jamais se mettre en avant. Il aurait été également pionnier en France sur des questions comme l'avion du Pentagone, un sujet sur lequel il avait largement travaillé et qu'il avait laissé à Thierry Messant en se disant, écoutez, Messant est bien en cours, il aura accès au plateau de télévision. Si c'est Emmanuel Ratier, ancien journaliste de Minutes, étiqueté extrême droite, qui le sort, la thèse, le travail ne sera pas diffusé. Et donc du coup, c'est Thierry Messant qui avait porté le livre dans les médias et qui avait porté la thèse alternative, la première thèse alternative sur les événements du 11 septembre. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en train d'essayer de diaboliser ce Thierry Messant. Il y a quelques années, on nous expliquait que Thierry Messant était un type formidable, il avait le réseau Voltaire,
il militait pour la cause homosexuelle. Il peut être très bien par ailleurs. Il était au parti radical de gauche. Non mais je veux dire, c'est pas n'importe qui, c'est pas Emmanuel Ratier non plus, Thierry Messant. Par contre, le petit bémol, c'est que dans cette logique-là, il avait organisé l'année dernière, je crois, enfin je me rappelle plus des dates, il avait organisé à la demande de Monsieur Choprade une rencontre avec moi chez lui, parce que Choprade avait demandé à me rencontrer et m'avait demandé lors de cette rencontre, à laquelle a assisté donc Ratier puisque c'était chez lui, qu'on aide Choprade à se faire élire comme député européen. Parce que, me disait-il, il était entièrement sur ma ligne, ce qui était vrai d'ailleurs à l'époque par une série de déclarations qu'on remettra si on veut s'amuser. Logiquement, il y a quelqu'un qui devrait être content ce soir, c'est Alain Soral. Quelqu'un qui a tout compris des forces profondes de l'histoire, celle que ne veut pas voir notre bon bourgeois occidental, aveuglé qu'il est par les chiffons rouges agités devant ses yeux par la grande presse. Donc écoutez-le et lisez-le. Nous n'utilisons pas forcément les mêmes mots, et tant mieux, mais nos pensées sont en convergence. Et qui voulait qu'on l'aide notamment dans les quartiers populaires à forte population immigrée. Ce que nous avions accepté de faire avec une parole donnée. Et dès que Choprade a été élu... Soral n'a pas d'influence sur Marine. Il s'est auto-investi d'une mission que personne ne lui a confiée. Si sa mission est de ramener des musulmans en leur expliquant que le FN est un parti antisémite et ou antisioniste, parce que j'ai l'impression que ça devient un peu la même chose, il s'est trompé d'adresse. Puis, bien pire que ça, quand je l'ai traité à juste titre de fils de pute, parce que c'est le comportement exact qu'il a eu, parce que le soutien que je lui avais apporté, compte tenu de son retournement de veste, aurait pu me mettre en danger. C'est pour ça d'ailleurs que je mets bien tout ça à plat, puisqu'il était sur ma ligne avant d'être élu. C'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Et une fois qu'il a été élu Front National... La France est en guerre avec des musulmans. Il est devenu carrément, il est passé soutien au sionisme, ce qui lui a valu récemment de déclarer qu'il soutenait l'opération Tel Aviv sur Seine, parce que ça incarnait la culture occidentale. La pression délirante des islamo-gauchistes contre Tel Aviv sur Seine en dit long sur l'alliance objective des ennemis de notre civilisation. Vous voyez ? Enfin voilà, donc il m'a trahi et il a trahi la cause qu'il était censé défendre. Et ça, malheureusement, Ratier avait fait l'intermédiaire. Et comme Ratier est un honnête homme, il m'a fait une lettre, qui est donc maintenant une lettre posthume, puisque non content de tout ça, Choprade m'a envoyé au tribunal pour diffamation. Il me poursuit en plus en justice. Alors que normalement, il aurait dû, au mieux, comme je l'avais proposé, me rencontrer en duel. Si c'était un homme d'honneur et qu'on était dans la droite des valeurs du 19e siècle, on se serait retrouvé sur le pré. Donc j'ai une lettre posthume de Ratier qui dit bien qu'il avait organisé à la demande de Choprade une rencontre où Choprade m'a demandé de le faire élire parce qu'il était sur ma ligne et que Choprade m'a trahi totalement, puis m'a diffamé et allé jusqu'à l'abjection de me poursuivre en justice, simplement parce que j'exprimais une saine et légitime colère. Voilà, c'est pour vous dire qui est Choprade et qui était Ratier. J'en profite pour, comment dirais-je, servir un peu tout le monde. Voilà.